Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, désormais disponible dans le bouquet Canal Plus Afrique 573 et en France sur Free 426. Et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent, le monde, et sans aucun doute à la veille d'un nouvel ordre mondial, s'il n'y a pas déjà un nouvel ordre mondial. Et l'année 2026 sera à l'évidence l'année des grands bouleversements géopolitiques. Et un seul pays mène la danse: les États-Unis d'Amérique. Après l'enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro, pour des raisons que tout le monde sait, les États-Unis déploient en ce moment toute une armada autour de l'Iran. La situation est inflammable et explosive au Moyen-Orient. Mais l'ayatollah iranien, le guide Ali Khamenei, dit ne pas du tout être impressionné par le déploiement américain. Il dit avoir le doigt sur la gâchette et promet l'enfer à quiconque s'attaquera à son pays. Mais comme on le sait, le président américain, lui non plus, n'a peur de rien. Il ose tout. Alors l'affrontement militaire sera-t-il inévitable? Comment sera-t-il avant même la fin de cette émission? Comme toujours, l'Afrique observe tout ça de loin. Mais est-elle si loin que ça? Les protagonistes ne sont-ils pas ses partenaires? Quel doit être le positionnement du continent africain? L'Afrique, dans le nouvel ordre mondial, c'est le thème de notre émission de ce jour, où j'ai le plaisir de recevoir trois invités. Jemal Taleb, vous êtes avocat au barreau de Paris, mais vous plaidez dans de nombreux pays du continent, on l'a vu récemment au Cameroun. Vos lectures de la géopolitique internationale sont très pertinentes et c'est à juste titre que je vous ai invité. Vous êtes par ailleurs analyste politique éditorialiste. Merci, Jemal Taleb, d'avoir accepté notre invitation. Steve Banzego Dieko, vous êtes écrivain, par ailleurs maître de conférence à l'université Omar Bongo de Libreville, président du think tank CAPS, Centre africain d'analyse politique et stratégique. Vous êtes auteur de plusieurs livres, dont ceux-ci que j'ai entre les mains: Enjeux géopolitiques et hydropolitiques dans le golfe de Guinée, publié aux éditions L'Harmattan, ou encore Le syndrome d'Hubris dans les arènes politiques africaines, publié aux éditions Sciences politiques, ou encore des livres, vous en écrivez tout le temps: La ponérologie politique en Afrique contemporaine, publié aux éditions Véron. Merci à vous. C'est moi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et un autre analyste politique est avec moi, et pas des moindres, Bara Ndiaye. Vous êtes analyste en géopolitique, consultant expert en innovation et technologie, président du collectif Diaspora Debout. Merci Bara Ndiaye. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Commençons cette émission par une question simple. Le 3 janvier dernier, lorsque le président américain faisait enlever son homologue vénézuélien, on nous expliquait que c'était pour des raisons de sécurité nationale, que le président vénézuélien inondait les États-Unis d'une énorme quantité de drogue. Donc on pouvait s'affranchir de l'ONU, on pouvait s'affranchir d'un mandat de l'ONU pour aller attaquer un pays. Mais là, qu'est-ce qui se passe, Jemal Taleb? L'Iran menace-t-elle la sécurité des États-Unis? C'est ça qui justifie aujourd'hui le déploiement de toute cette armada dans le Golfe Persique? Le Venezuela non plus ne menace pas la sécurité des États-Unis. Mais voyez-vous, depuis l'élection de Barack Obama, on a une espèce de lifting sur la politique étrangère américaine. Cette politique étrangère donc a été poursuivie. On a eu l'intermède de Trump 1 par les années Biden. Et on a probablement oublié ce que sont les États-Unis d'Amérique réellement. Ils ont enlevé Noriega. Ils ont attaqué l'Irak sans aucun mandat des Nations Unies. Et si on devait remonter un peu plus loin, mais rassurez-vous, je n'irai pas au Moyen-Âge. Quand le président Wilson est arrivé au pouvoir, les peuples coloniaux, à l'époque, ont développé un espoir réel dans un soutien de ce pays qui est une grande démocratie, qui est un grand pays venu, un grand peuple venu d'un peu partout, qui a été capable de développer un génie nouveau, différent. Et on avait espéré, les peuples coloniaux que nous sommes à l'époque, qu'il allait nous écouter avec une oreille attentive. Ça n'était pas le cas non plus. Et puis quand vous regardez l'aide américaine dans le monde, elle va toujours aux intérêts américains. La plus grande aide va à l'Égypte, le Kenya, pas forcément dans les pays qui en ont bien besoin. Donc on a mais un espoir terrible. Sauf que là, nous avons un nouveau président qui a un langage nouveau, une culture nouvelle, un peu de grossièreté, un peu de bouffonnerie,
On n'a pas l'habitude parce qu'habituellement, C'est vrai, c'est nouveau. on a des élites swap, bien élevées, bien éduquées, généralement bien formées et qui n'ont surtout pas la grossièreté que le président Trump a. Et depuis qu'on a cela, on se dit, bon, on a ça, c'est la tronche, pardon de l'expression, et on est finalement dans un monde nouveau. Un monde nouveau qui est désormais régi par des règles différentes. La lettre envoyée au président, à la Norvège, est surréaliste. Oui. Le commentaire qu'il a sur ses alliés européens, qui sont son prolongement naturel, Bien sûr. sont surréalistes. Nous sommes dans un monde nouveau. Et alors, évidemment, nous sommes tous choqués, interloqués, et puis surtout ébahis. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas quoi faire. Nous avons peur, nous tremblons. Ses alliés traditionnels tremblent. De ce président, à peine est réélu pour une deuxième fois, a dit: le Canada, je mets en cause sa souveraineté. Le Groenland, il est bon pour moi. Et en définitive, le pétrole du Venezuela, non seulement je vais kidnapper un peu aidé quand même par des gens du Venezuela eux-mêmes. Oui, donc je vais les kidnapper et en définitive, je vais m'occuper de leur commerce, de leur pétrole. Je vais leur laisser quelques petits miettes. Il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est tout comme. Donc ce président nouveau s'est dit, encore une fois, eh bien, nous avions intéressé à un nouveau pays qui s'appelle l'Iran. Trump 1, c'est pas inintéressant de revenir à Trump 1. J'ai toujours souvenir que le jour où le président Trump a été élu en 2016, quelqu'un m'a dit: ah, ça y est, le président Trump a été élu. Je lui ai dit: tant mieux, Madame Clinton a perdu. Je vais vous dire pourquoi je l'ai dit. Je l'ai dit en me disant: voilà un chef d'État qui nous dit, parce qu'il nous l'a dit pendant sa campagne électorale, je n'irai pas chez les autres. C'est ça. Je vais me reconcentrer sur l'Afrique, sur l'Amérique. Il l'appelait American First. C'est ça. Et il dit: je vais enterrer le réseau, m'occuper des ponts qui sont en mauvaise qualité. Regarde un peu le niveau de vie des Américains. Honnêtement, en tout cas, moi, je fais partie de ceux qui ont applaudi. Évidemment qu'on a une douche froide parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas vrai. Trump 2, lui, en définitive, est un prolongement et on ne l'a même pas réalisé. Parce qu'en fait, on est obnubilé soit par l'amour qu'on a des États-Unis, soit de la passion qu'on a, soit de l'amour parfois qu'on a, pas aussi par nos méchancetés, nos lâchetés, nos peurs. Il y a tout ça à la fois. Et donc tout ça fait que nous sommes aujourd'hui en train de regarder et nous dire: il va attaquer l'Iran. Ben, c'est possible, malheureusement. C'est possible parce que dans sa folie meurtrière, on a probablement... Je n'ai pas dit qu'il a raison, j'ai dit c'est possible. Non, pour quelle raison Mais les raisons sont multiples. Je veux dire, si vous vous en prenez au Venezuela, vous pouvez vous en prendre à l'Iran. Sauf que l'Iran n'est pas le Venezuela. Ah, ça, c'est sûr. C'est un continent. Oui. C'est un continent. C'est un peuple qui a 17 siècles d'histoire, 14 ou 17 siècles d'histoire. C'est un pays où on n'a jamais réussi vraiment à l'enterrer. C'est un pays de montagne. Et quand vous voulez changer le régime, vous ne le changez pas en kidnappant le guide Khamenei comme vous le faites au Venezuela. Il va falloir y entrer. Il va falloir engager des troupes. Oui. Et on continuera, si vous le souhaitez bien, le débat là-dessus. Très bien. Merci, Gemal. Steve Dieko, très rapidement, il faut quand même s'interroger sur les motivations officielles. Le 28 décembre dernier, on nous a expliqué que de fortes manifestations ont lieu en Iran contre le guide qui aurait tué des milliers de manifestants. Bon, on n'a pas parlé des manifestants pro-régime, mais peu importe. Moi, je n'ai pas de camp ici. Mais on nous annonce aussi que les manifestants ont cessé. Et alors qu'on nous apprend que les manifestations ont cessé, on déploie toute une armada autour de l'Iran. Et du coup, la cause, s'il y a attaque militaire, la cause officielle, ce serait quoi finalement? Je crois que, pour abonder un peu dans le sens de monsieur le maître Taïeb, c'est cela? Taleb. Ouais. Je crois qu'il faut revenir d'abord à l'histoire de ces deux pays. La coopération, ou du moins la relation bilatérale entre l'Iran et les États-Unis, qui est, de mon point de vue, a été toujours émaillée par un certain nombre de conflits finalement, ou de tensions. Rappelez-vous, en 1953, les États-Unis et les Britanniques, le service de renseignement britannique c'était un coup d'État, avait tout organisé pour destituer celui qui avait été élu démocratiquement. Je parle de 1953. Mossadegh, je n'ai plus le nom en tête. Ensuite, nous avons en 1979 la révolution ou le Shah. Les Américains ont tout fait, effectivement, pour soutenir, déstabiliser ce pays. En 1979-81, rappelez-vous, n'est-ce pas, des otages à l'ambassade à Téhéran, à l'ambassade américaine à Téhéran,
qui est resté à peu près près de 444 jours, qui a créé une tension entre Téhéran et Washington. Ouais. Nous avons en 1980-88 la guerre en Irak, Iran-Irak, où on a bien vu les Américains et certains pays européens, notamment les Britanniques, se sont posés stratégiquement en ouvrant un certain nombre d'informations pour soutenir l'Irak. Bref, donc on voit bien que dans cette nouvelle dynamique engagée par Trump, je crois que les raisons sont d'abord historiques, entre la frustration de ce qu'il appelait lui-même un pays de résistance, finalement, qu'il considère comme un pays de résistance, et que pour lui, dans son idéologie d'influencer cette zone du Moyen-Orient, il considère effectivement que cela passe par la déstabilisation de ce régime, parce qu'il veut étendre son influence en tenant compte des rivalités qui existent entre la Russie et la Chine sur ce pays. Mais je crois qu'au-delà de ces aspects historiques, il y a aussi une question, de mon point de vue, essentielle dans la trajectoire de Trump. C'est aussi l'idéologie. American First, que d'ailleurs a été le slogan, c'est American First, c'est Amérique d'abord sur le plan sécuritaire, pensée, donc tout ce qui est intérêt, en stratégique, puissance hégémonique, et dois-je rajouter économique, donc tous les calculs politiques et économiques sont en réalité implémentés par son idéologie ou alors son slogan American First. Il y a donc, de mon point de vue, un autre aspect qui me semble essentiel, c'est celui de la violation finalement sur le plan juridique. Là, je parle sous le contrôle d'un juriste qui est, en réalité, si les États-Unis s'amenaient à attaquer l'Iran, Oui. ils violeraient ce qu'ils appellent le Power Act Oui, de 1963, qui est donc une loi fédérale qui, en principe, donne au président américain l'autorisation de pouvoir attaquer un pays, mais sous plus de 60 jours. Mais on est habitué de faire, parce que c'est pas la première fois que les États-Unis attaquent. On a bien vu aux États-Unis. Donc je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments qui, de mon point de vue, peuvent quand même nous amener à avoir une attitude craintive sur l'attitude du président américain, et que en face, comme l'a dit Maître, l'Iran, ce n'est malheureusement ou heureusement pas le Venezuela, et qu'en face, ce pays a, n'est-ce pas, un certain nombre d'armements. On ne le sait pas encore véritablement. Baron Ndiaye, il n'y a pas de mandat de l'ONU, il n'y a même pas de cadre de concertation. Là, le président américain est en train de créer son propre conseil de sécurité, son conseil de sécurité privé, où l'adhésion coûte très cher. Il faut payer $1 milliard pour faire partie de ce prestigieux conseil de sécurité. Comment, en l'espace de quelques mois, on en est arrivé à créer un contexte où le droit international ne signifie plus rien du tout, où le sentiment s'est installé, mais alors de façon totale, qu'on peut faire ce qu'on veut sans rendre compte à personne. Effectivement, Richard, la question est très pertinente et ça appuie là où ça fait mal, dans la mesure où Trump non seulement ne respecte pas le droit international, il ne respecte pas les instances comme l'ONU, mais il ne respecte même pas son droit interne, le Congrès. Il n'a pas sollicité le Congrès américain, qui est le va-t-en-guerre, qui donne le go. Donc Trump, pour moi, il se comporte en monarque, il est imbu de sa personne, il manque de diplomatie et de classe pour un président américain, parce que moi j'ai des références comme Kennedy, comme Obama et autres, et Lincoln. Trump restera dans le mauvais côté de l'histoire, à mon avis. Alors, pour faire un peu d'histoire, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, depuis l'époque de Mossadegh, c'est-à-dire qu'à l'époque du Shah, que les États-Unis, via la CIA, avaient concocté un coup d'État, bien sûr, pour l'enlever, parce que son seul problème, son seul malheur, c'était de dire qu'il allait gérer la souveraineté du pétrole iranien. Il allait faire voter cette loi. Ouais. C'est là où les histoires ont commencé. Et qui dit Trump dit deux axes d'influence. Influence régionale,
et militaire économique. Économique via le pétrole, influence régionale parce qu'il veut marquer son empreinte et comme il a son bras armé qui est Israël et ses alliés à lui qui sont les alliés du Golfe, hein, le Qatar, Bahreïn, Emirates, etc. Il ne faut pas qu'une puissance, surtout musulmane, émerge dans ce secteur-là. Et l'Iran, malgré, on va dire, la durée de vie des mollahs, qui sont là depuis 47 ans, d'accord, avec les gardiens de la révolution, qui sont le premier rempart, avec ses proxys qu'il avait, qui sont le Hezbollah pour la partie libanaise, et son allié syrien, qui ont été affaiblis par les dernières guerres, surtout celle des 12 jours, Trump s'est dit maintenant que l'Iran est devenu moins puissant, c'est le moment de l'attaquer. Mais Trump sait qu'il n'attaquera pas l'Iran, à mon sens, parce que les dégâts seront multiples dans la zone Moyen-Orient, chez tous ses alliés, ce que le régime dénonce déjà, et pas mal ses alliés, y compris l'Arabie Saoudite et le Qatar et les Émirats, ont dit vous n'utiliserez ni notre espace aérien, ni notre sol pour attaquer l'Iran. Parce que l'Iran ne pourra pas atteindre les États-Unis. C'est ce qu'ils disent pour le moment. C'est ce qu'ils disent. Bon, est-ce que Trump a besoin de... Alors, Trump... Ils vont faire quoi si Trump viole leur espace? Trump, c'est un va-t-en guerre, mais on le sait, mais Trump est intelligent. Il bombe le torse, il envoie ses porte-avions, USS Gerald Ford, USS Abraham Lincoln et autres. Trump a essayé de jouer le même jeu avec l'Union européenne il y a 2 semaines, et l'Union européenne s'est regroupée pour une fois. Il a reculé en disant pour le Danemark, c'est bon. Il a reculé, on ne sait pas, très rapidement. Pour l'instant. On ne sait pour l'instant. Oui, très rapidement, et je m'attalais. Il y a une combinaison de facteurs, raisons. L'Iran, c'est les meilleures réserves pétrolières du monde. De bonne qualité d'ailleurs. En tout cas, une qualité meilleure que le pétrole vénézuélien. Je n'ai rien dit du tout, mais on veut comprendre. Parce qu'on ne fait pas tout ça pour rien. Et bien entendu, on le sait, c'est un secret de polichinelle. L'Iran, c'est l'ennemi juré d'un ami des États-Unis. Est-ce que ça aussi, ça constitue la motivation aujourd'hui qui fait que Trump veut y aller quand même, malgré les mises en garde, malgré le fait qu'en juin dernier, l'Iran a quand même montré qu'il est capable de riposter si elle est attaquée. Pourtant, il veut y aller quand même. Le jeu en vaut vraiment la chandelle. Je comprends très bien votre question, Richard, qui est absolument très très bonne, mais les États-Unis avaient un allié, vous l'avez souligné, le Shah d'Iran, pendant très longtemps. C'était un régime sanguinaire, criminel, violent, dont les Iraniens ne voulaient plus. Et ils l'ont fait partir en 1979 par une révolution islamique. La révolution islamique, je ne suis pas sûr qu'elle ait réussi tous ses objectifs. Je ne suis pas sûr qu'elle soit l'idéal pour les Iraniens. Mais enfin, moi, je ne suis pas iranien. Donc, je ne suis qu'un petit observateur lointain qui donne des regards du haut de son piédestal. Mais tout le monde conviendra au moins que le régime du Shah était 10 fois plus sanguinaire. Les Iraniens sont, je le disais tout à l'heure, un peuple séculaire qui a une histoire très très longue. Si j'étais le président des États-Unis, je regarde la carte. Mon raisonnement est simple. Mes intérêts sont où? Mes intérêts, c'est à l'évidence en Arabie Saoudite, au Qatar, en Irak et probablement en Iran. Oui. Et donc, mon intérêt n'est pas d'embraser la région, de rendre le pétrole à un prix incroyable, de gêner ma politique étrangère, mes intérêts et un peu accessoirement mes alliés. On nous raconte que la guerre devait avoir lieu et que le monarque saoudien actuel, en tout cas le prince héritier, aurait fait pression sur le président Trump pour que ça ne se fasse pas. Il est bien entendu qu'il est probablement le premier à en pâtir. Faut-il l'écouter? Vous l'avez dit très longtemps, je n'y crois pas. D'ailleurs, il n'écoute tellement pas que l'armée israélienne a bombardé le Qatar, Doha, il n'y a pas très longtemps. Vous imaginez bien que la première base militaire américaine à l'étranger, elle est là-bas. Et donc, elle aurait vu, elle aurait pu l'avertir, elle ne l'a pas fait. Mais l'allié principal des Américains dans la région n'est pas forcément lié à leurs intérêts économiques. Elle est lié à autre chose, c'est Israël. Et donc, très probablement que le pays qui a le plus à gagner de cette situation, c'est d'abord les Israéliens. Un, il n'y a aucun pays dans la région qui les défie, à part l'Iran. Deux, il n'y a qu'un seul pays qui est susceptible demain d'avoir l'arme atomique, c'est l'Iran. Troisièmement, le seul pays qui ne sont pas capables ni d'envahir, ni d'attaquer, et on l'a vu en juillet dernier, c'est l'Iran. Donc seule la puissance américaine est capable de le faire. Et donc naturellement,
quelle est la capacité du président des États-Unis de chercher d'aller à l'encontre de ses intérêts, de faire plaisir à un allié important, mais Bien parfois sûr. encombrant Oui. et pas toujours docile. Oui, La oui. question, elle est celle-là. Nous sommes naturellement ici pas capables d'y répondre, mais on peut avoir des lectures préliminaires. Dans l'histoire, Oui. Allez-y. dans l'histoire, on sait maintenant que dans les expériences passées, les Américains ne résistent pas beaucoup aux Israéliens. Et la puissance des gouvernements successifs israéliens, c'est qu'en général, ils font faire par les Américains ce qu'eux-mêmes ne sont pas capables de le faire. Cela dit, Ou n'ont pas envie de faire. mais souvent ne sont pas, en tout cas en l'occurrence ici, ne sont pas capables de le faire. Vous pouvez attaquer le Qatar, vous pouvez même attaquer le Liban à côté, la Syrie à côté. L'Iran, c'est un très grand morceau et un grand pays. Et la guerre de juillet dernier, celle de 12 jours, nous a démontré que les Iraniens ont une capacité de frappe qui est réelle, de riposte qui est importante et qu'ils maîtrisent la technologie la plus importante. Souvenez-vous d'un élément important, c'est que les attaques de drones les plus fortes, les plus virulentes par les Russes, elles le font par les drones turcs, mais aussi iraniens. Et donc les Iraniens sont d'une technologie, se maîtrisent une technologie très forte. Et puis ils maîtrisent la deuxième technologie, c'est la technologie nucléaire. C'est-à-dire que vous pouvez retarder l'obtention par l'Iran de l'arme atomique comme vous le voulez, sauf que le savoir-faire est là, la technologie est là, et que la capacité de l'Iran, si elle ne l'a pas déjà de posséder la bombe atomique, elle la tient et qu'elle la tiendra. La question pour donc les États-Unis, elle est double. Faut-il laisser un allié israélien menacé par un pays qui demain est capable d'avoir une arme atomique? Deuxièmement, sommes-nous capables de vivre avec un Iran indocile, indélicat, pas toujours gentil? Mais en même temps, ça pose une autre question. Oui. Si j'étais le président, le roi d'Arabie Saoudite ou des Émirats arabes, la question est, le seul pays aujourd'hui capable de calmer les ardeurs des Israéliens et de ne pas en faire la seule puissance de la région, c'est l'Iran. Si demain elle est décapitée, ils seront face non pas à deux pays qui sont capables de s'anéantir, dans lesquels eux, ils tirent leur épingle du jeu, mais plutôt à une seule puissance hégémonique qui ne se gêne en général pas de frapper là où elle en a envie, dans tous les pays, y compris chez ses alliés. Et donc cette question-là, naturellement, il faut se la poser. Et je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre échange. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine, vous invite à vivre en direct de Brazzaville au Congo la campagne électorale de la présidentielle du 15 mars 2026. La campagne électorale pour le premier tour de l'élection du président de la République se déroulera donc du 28 février 2026 au 13 mars 2026, avec une journée dite de silence électoral le jeudi 12 mars 2026, afin de laisser se dérouler les opérations de vote des agents de la force publique. Émission plateau délocalisée à Brazzaville, des reportages sur les meetings des candidats, bilan du président sortant et décryptage du projet de société de tous les candidats. NCA vous plonge au cœur de la campagne électorale en République du Congo du 28 février au 13 mars 2026. La campagne électorale en vue de la présidentielle du 15 mars 2026 au Congo, un événement exceptionnel et exclusif à vivre en direct sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, la chaîne des grands événements. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro est consacré au décryptage de ce qui s'annonce comme une guerre inévitable, une guerre entre les États-Unis et l'Iran. Mes chers invités sont avec moi.
Baran Diaye, Jemaah Taleb a dit quelque chose de très, très important dans la première partie de notre émission où il est revenu sur ce qu'on a observé il y a quelques mois entre l'Iran et Israël. Mais voici ce que vient de déclarer Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Nous allons frapper, je le cite, nous allons frapper avec une force jamais vue si l'Iran faisait l'erreur d'attaquer Israël. C'est-à-dire que les Israéliens sont en train de dire, si les Américains attaquent l'Iran et en réponse, l'Iran considère qu'il faut aussi attaquer Israël, ils vont répondre avec une force qu'on n'aura jamais vue. Ça veut dire qu'en 6 mois, des choses se sont passées. Oui, effectivement. Ils ont fait un aggiornamento militaire de leur arsenal militaire qui fait qu'aujourd'hui, ils sont capables de détruire, d'anéantir l'Iran. Alors, c'est ce que laisse croire Benjamin Netanyahou. On est habitué à ces déclarations aussi comme Trump. Alors, on sait bien que Netanyahou, c'est le bras armé de Trump. C'est un porte-avions des États-Unis et d'Israël, actuellement l'armée israélienne. On va se dire que Netanyahou est en position de faiblesse. C'est pour ça. Oui, je pense bien, et je vais dérouler, vous allez voir. Netanyahou avait vanté le dôme de fer comme 95% infaillible. L'Iran et ses missiles hypersoniques à portée 1500 km, ont montré les failles du dôme de fer. Et ils n'ont pas eu le temps de le réparer actuellement. Ces menaces vont dans le sens... S'il dit ça, s'il menace... S'il menace, alors que si on se remémore de la guerre des 12 jours, l'Iran avait détruit le centre de commandement des Israéliens. Et ça, beaucoup de médias occidentaux ont eu du mal à le dire, qui était intégré dans un centre de recherche également. Donc, à mon avis, Netanyahou fait du Trump, qui est son mentor, et Trump même et Netanyahou ne vont jamais frapper. Ils feront des frappes sporadiques, ciblées maximum, parce qu'ils ne frapperont jamais l'Iran au détriment en fait, de leurs alliés, des intérêts géopolitiques de l'écosystème du Proche-Orient, du Moyen-Orient autant pour moi. Et Netanyahou, c'est un va-t-en-guerre, c'est Trump qui le retient de temps à autre. Il n'est pas assez équipé pour défier l'Iran, parce que l'Iran a derrière lui aussi, qu'ils le disent ou non, et qu'on le comprenne tous ici, dans l'échiquier, la Russie et la Chine, qui sont prêts à le seconder. L'Iran n'a pas peur de Netanyahou, et l'Iran va frapper Netanyahou directement si Trump, en parallèle des frappes qu'il va mener sur les porte-avions, sur les bases américaines dans les environs, et il va frapper Netanyahou. Ça, faut s'y attendre parce que il n'a pas le choix, tout simplement. C'est la seule chose qui pourrait faire reculer Trump, parce que l'Iran a un grief contre Netanyahou/Trump, dans la mesure où il y a 4 ans, si vous vous rappelez, ils avaient assassiné le général Qasem Soleimani, et ça, l'Iran a promis une vengeance qui n'a toujours pas réellement eu lieu. L'Iran a eu ses proxys décapités par l'armée israélienne, qui sont le Hezbollah, que vous savez, et les Houthis, quelque part, et l'Iran fournissait à tous ces proxys des éléments militaires pour attaquer en premier rideau militaire les États-Unis et Israël. Pour moi, Netanyahou fait du Trump. Mais ce que vous dites complique encore davantage le débat. Steve et Diego... C'était pas mon but. Oui, mais tous les spécialistes disent l'Iran, c'est pas un pays où il faut faire seulement des frappes ciblées et le faire plier. C'est pas possible. Tu vas gagner, au fond. C'est pas le Venezuela. Vous l'avez dit. Pour lequel j'ai beaucoup de respect. Ah oui, on est d'accord. Donc, si des frappes ciblées, comme dit Baran Diaye, ne règlent pas la question, il va falloir envisager une guerre totale. Et les mêmes spécialistes nous disent, ce qu'on voit là, dans le déploiement dans le Golfe Persique, ça coûte $300,000 par heure. Trump ne fait pas ça pour rien. De toute façon, il ira jusqu'au bout. La guerre est donc totale. Enfin, inévitable, je veux dire. Je ne sais pas. Tout cela est entre la décision de Donald Trump. Mais à la réalité des faits, c'est qu'on peut observer. S'il il a déployé une armada importante aux côtes, justement, au niveau de l'Iran, c'est qu'il y a nécessairement un message. Ouais. Un message à envoyer, soit à ses alliés, soit à ses rivaux, et encore plus à l'Iran. Moi, je considère tout simplement que, quel que soit le cas de figure... Parce que la guerre va avoir lieu ou pas? Non, il est difficile aujourd'hui de pouvoir affirmer avec certitude que la guerre aura lieu. Et comme dans la psychologie du président américain, il est difficile de savoir finalement quelle est la décision qu'il prendra, parce qu'il peut
pour une raison ou une autre, revenir sur sa propre décision. Ça, on est habitué des faits. Mais ce que je considère important dans la stratégie, pour moi, déployée par Donald Trump au Moyen-Orient, notamment en annonçant toute l'armada de l'armée en Iran, je crois qu'il veut lancer un message, mettre la pression sur un certain nombre de ses alliés, mais surtout, mon frère de gauche l'a si bien signifié, Trump, géopolitiquement, dans cette zone, veut vraiment implémenter la puissance américaine. Je crois que, au-delà de ces aspects sécuritaires, économiques, il y a un autre aspect qui me paraît essentiel, c'est beaucoup plus ce que j'appelle un peu l'impuissance ou bien la puissance de la nostalgie américaine. Trump croit effectivement qu'après la Seconde Guerre mondiale, il est donc à la recherche de cette hégémonie qui est ici, en réalité, les États-Unis sont dans une situation de décadence. Donc, il y a autant, finalement, d'éléments qui peuvent justifier telle position ou une autre. Mais ce qui est essentiel, et je crois que je rejoins un peu le point de vue de Jema Taleb, c'est que finalement, l'Iran, stratégiquement, n'est pas la même chose, sur le plan géopolitique, n'est pas la même chose. Mais non. N'est pas la même chose. Mais il faut maintenant que nous puissions répondre à la question, si ce n'est pas pour aller jusqu'au bout, c'est quoi le gain politique de ce qu'il fait? S'il doit retourner après chez lui, au fond, c'est pour gagner quoi? Il est puissant déjà dans la sous-région. Quand vous négociez, vous montrez les muscles. Mais négocier quoi? Quand vous négociez un assouplissement du régime iranien, une capitulation politique des Iraniens, faire peur au régime autour de l'Ayatollah Khamenei pour qu'il les livre et que la situation reste intacte et que lui obtienne un trophée de guerre, un peu comme il a obtenu au Venezuela. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs au Venezuela. Il a dominé, il a entouré le pays, encerclé le pays par une armada militaire, peut-être pas du même calibre et du même niveau, mais il n'en a pas besoin, ils sont à côté. Et c'est parce qu'il l'a fait, semble-t-il, que les... Donc c'est pour les beaux yeux des Iraniens? Non, du tout. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Revenez à la situation du Venezuela. Au Venezuela, il a encerclé le pays pendant plusieurs mois. Il a fait peur en interne, autour de l'entourage, dans l'entourage du président Maduro. C'est vrai. Et, semble-t-il, l'entourage l'a livré. Donc c'est pour impressionner les Iraniens. Est-ce que cette stratégie est possible dans cette zone-là? Pourquoi pas. Mais si vous me donnez la parole, bien sûr, je vais vous donner un autre avis, sauf si mon frère terminez. Les États-Unis dominent et manipulent le monde depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai. Ils ont un dollar puissant, un système financier puissant, un système de circulation monétaire puissant, une armada militaire puissante. Mais ils fascinent aussi le monde par la beauté de leur démocratie, par la beauté de leur cinéma, de leur art, de leur culture. C'est tout ça à la fois. Démocratie, un peu moins maintenant. Mais on a pratiquement tous, en tout cas les gens de mon âge et de ma génération, quelque part admiré la beauté de la démocratie et du système américain, qui a ses failles, ses insuffisances, ses difficultés, mais on l'aime. Mais en même temps, on est toujours énervé par la toute-puissance. Les êtres humains, quels qu'ils soient, quand vous leur donnez beaucoup de pouvoir, Montesquieu vous le dira, ils en abusent. Et donc l'hubris, aujourd'hui, dans laquelle se trouve... C'est le titre de mon ouvrage. Voyez-vous, je me suis inspiré de cela. Et donc la puissance, donc la folie des êtres humains est aussi celle-là. Si vous tenez tête, ça marche. Figurez-vous, qui tient tête aujourd'hui au président Trump? 3 hommes. Le président Jinping. Xi Jinping, on peut comprendre pourquoi. C'est pour moi aujourd'hui probablement l'un des hommes d'État les plus qualifiés au monde, et incontestablement. Le deuxième, c'est Poutine. Ce que je vais dire là n'est pas très populaire. Il a incontestablement la stature d'un grand homme d'État. Je ne partage rien de ce qu'il a fait, évidemment, parce qu'une agression n'est jamais bien. Mais incontestablement. Et puis le troisième qui lui a tenu tête, figurez-vous, c'est celui qui en a le plus besoin. C'est le président Zelensky. On a oublié l'année dernière, quand Zelensky est venu chez lui, alors qu'il avait besoin de lui, il ne s'est pas dégonflé. Il lui a tenu tête et il a refusé le dîner le soir même. Souvenez-vous de cela. Alors que, autant le président Jinping, le président Poutine n'ont pas besoin de lui
En tout cas, pas du tout. Autant le président Zelensky n'est rien sans lui, et il lui a tenu tête. On ne peut pas dire la même chose de ceux qui se sont manifestés dans le bureau ovale. Et puis, les conséquences de tout cela, on va y revenir. Oui, bien sûr. Là, les conséquences, elles sont incontestablement pour les pays autour, mais elles sont aussi pour la puissance américaine. Vous savez, tous ceux qui font de la stratégie militaire, et je n'en fais pas partie, vous diront qu'une force n'est bonne que quand elle est dissuasive. Quand vous l'utilisez, elle n'est pas très bonne. Et puis, on va revenir aux 2 derniers exemples. J'en aurais fini là parce que je pense que j'ai été un peu long. Les 2 exemples de guerre américaine ces dernières années n'ont pas été un succès. 1000 milliards dépensés en Afghanistan. On voit le résultat. Oui. Une guerre qui est construite sur un mensonge en Irak. Ouais. On voit le résultat. 1 million de morts. Je ne vais même pas remonter Plus loin. C'est loin. pas nécessaire. Oui, C'est-à-dire que si je suis aussi le président des États-Unis, alors même qu'à l'époque, il avait des alliés européens qui sont tout de même des pays respectables, qui ont une histoire, qui était la plus grande puissance et certaines coloniales de chez lui. À l'époque, le soutenait, l'appuyait. Il n'a que du mépris pour eux. Même quand ils sont venus en Afghanistan, souvenez-vous de ce qu'il a dit il y a 2 jours, qu'en gros, en Afghanistan, le rapport était inutile, c'est pas très gentil pour tous ces soldats européens qui sont morts. Exactement. Et donc, dans une armada et dans des situations de main, ils ne seront peut-être même pas avec lui. Je sais très bien qu'ils ne font pas preuve, malheureusement pour eux, d'une grande idée d'eux-mêmes, ni d'une grande idée de leur pays, ni de leur histoire, mais je me dis, les peuples d'Europe sont généralement capables de sursaut. Vont-ils le faire cette fois-ci? Je le souhaite en tout cas. J'aimerais quand même rappeler quelque chose avant la suite de cette émission. Et ça illustre sans doute la manipulation dont nous sommes tous l'objet de la part des Américains et dont parlait Gemma Taleb. En juin dernier, Donald Trump, tout le monde s'en souvient, nous a dit que les Américains ont frappé et détruit tout l'arsenal nucléaire iranien. Il ajoute, ça a tellement fonctionné, ça a tellement réussi qu'on n'est même plus obligé de faire une deuxième frappe. Ça, c'est ce qu'il avait dit le lendemain de... Donc, normalement, au moment où nous sommes en train de faire cette émission, l'Iran n'a plus d'arsenal nucléaire. Normalement. C'est ce que le président américain nous a expliqué. En réalité, s'il n'a plus d'arsenal nucléaire, si l'Iran n'a plus, l'Iran n'est plus aussi forte qu'avant. Normalement. Donc, voilà, normalement. Donc, il n'y a pas lieu de montrer les muscles et d'aller taper sur lui. On va retenir essentiellement, et c'est ce que vous sembliez nous dire, toutes ces démonstrations, c'est pour contraindre des dissidents, c'est pour renforcer des dissidences internes, pour éventuellement susciter un coup d'État interne, pour que ce qu'on a vu au Venezuela, effectivement, ait lieu aussi, qu'on le trahisse, le guide. Qu'on le trahisse, je pense que c'est une des voies, c'est une des pistes. Pour juste compléter la liste de ce que Maître Taleb disait tout à l'heure, Trump a peur de 4 personnes. J'en rajoute une 4e personne, c'est Kim Jong-un de Corée du Nord. Depuis qu'il sait que ce dernier a des missiles qui peuvent atteindre New York, Los Angeles, Las Vegas, il est allé le voir à sa frontière pour lui dire bonjour lors de son premier mandat. Donc Trump respecte la force, menace, bombe le torse, si je peux me permettre l'expression. Il faut revenir juste pour comprendre que, à mon avis, Trump n'attaquera jamais de façon explosive l'Iran, parce que au moment de la guerre froide, des années 80 jusqu'à 88-90, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la guerre Iran-Irak. Les Américains, les Soviétiques derrière, chacun son poulain, si je peux me permettre. Alors, les Américains, pendant 8 ans, ont poussé, armé, assisté l'Irak. Ils n'ont pas eu une victoire. C'est resté au travers de la gorge. Après cela, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va faire une stratégie d'influence. On va utiliser le peuple. Mais il n'y a que le peuple iranien, à mon sens, qui peut changer le régime. Et c'est ce que le logiciel américain ne comprend toujours pas, à mon sens. Ils ont fait de leur mieux avec les récentes infiltrations de part et d'autre ces derniers temps, pour ces dernières manifestations des 2 semaines. Ça n'a pas... le régime n'est pas tombé. Les manifestations précédentes avec Maha Amini, la fille voilée que les services avaient, de leur contrôle très banal, tuée malheureusement, rien ne s'est passé. Donc Trump s'est dit maintenant je vais mettre l'USS Gerald Ford en Méditerranée, je vais l'envoyer, l'USS Abraham Lincoln, je vais les envoyer, on va renvoyer tout ce qui est navire de guerre, avions F-35, etc. Faire du show autour de tout ça. Mais l'Iran, c'est pas le mode de vie iranien, c'est pas le peuple iranien, c'est une civilisation. Quand on parle des États-Unis, on dit le mode de vie américain, c'est un mode de vie, c'est tout récent. L'Iran, c'est une civilisation millénaire, Maître l'a dit tout à l'heure. Et ce peuple croit en ses dirigeants, ce peuple
croire en son système et en soi. Maintenant, le régime qui dirige actuellement n'arrange plus le mode de fonctionnement du peuple iranien parce qu'ils sont étouffés, ils ne sont pas C'est ça, ouverts, c'est l'économie ça, ne fonctionne c'est ça. pas, l'éducation c'est intra-iranien, mais n'empêche, Bon, en raison des sanctions aussi. des sanctions. Ça fait des décennies de Depuis sanctions. 1979, des Oui, sanctions. c'est compliqué de faire Exactement. fonctionner une On économie peut pas sanctionner sous ce régime. Voilà, exactement. Richard. On ne peut pas sanctionner un pays pendant 30 et quelques années et se dire « Ah, le peuple se révolte, je vais venir vous sauver. Je vais être votre sauveur. » Alors que c'était la conséquence Bien de sûr. l'effet escompté, en fait, Absolument. quand on était en train de leur mettre ces sanctions. Alors, juste pour finir sur cet Allez-y, aspect-là, l'Iran, à mon sens, va recevoir des frappes. L'Iran a des systèmes pour se défendre. L'Iran n'a pas une défense aérienne, on le sait, l'armée iranienne, mais ils ont des missiles qui peuvent faire du mal aux alliés des États-Unis. Missiles longue portée aussi. Exactement. Et les États-Unis ne s'aventureront jamais à cette guerre parce que si le Moyen-Orient part dans ce sens-là, c'est toute la sous-région, y compris l'Iran. Son dernier levier, ce sera le détroit d'Ormuz, comme on peut bien se l'imaginer. Où D'où transite 20%. Exactement. Ça, et les Américains ne laisseront jamais ce détroit bloqué par l'Iran. Steve Dieko, Donc, ils éviteront la guerre. vous avez raison de revenir sur la nature du régime et la gouvernance iranienne. Ne commettons pas une erreur dans cette émission, parce que les Iraniens de l'opposition qui nous suivent ne nous le pardonneront pas cela. Ne faisons pas comme si c'était minime leur souffrance, la souffrance des Iraniens. C'est très très important. Nous ne sommes pas en train de dire, le propos ce n'est pas de protéger, de défendre un régime, non. Le propos, c'est d'examiner, de faire des décryptages des rapports de force en présence et de comprendre les rivalités. C'est ce que nous essayons de faire. Oui, c'est important ça. Vous qui parlez beaucoup de démocratie, c'est important que vous insistiez sur ce point. Écoutez, moi je pense que, pour ne pas revenir sur ce que les autres ont dit, l'essentiel dans la stratégie américaine, elle est d'abord dissuasive. Le risque des États-Unis, on l'a rappelé, est grand dans cette guerre, si éventuellement les Américains décidaient à attaquer l'Iran. Puisqu'on l'a rappelé, il y a autour de l'Iran un certain nombre de pays qui, de ces conséquences, souffriraient directement de la situation. Il y a donc aussi une forme naturellement idéologique de pouvoir imposer son influence sur cette zone pour créer les conditions justement de répulsion finalement de certains alliés qui ont continué à avoir des intérêts économiques et politiques dans ce pays. Je crois, monsieur Togbeh, ce qui était intéressant, c'est que Trump, dans sa vision, c'est de créer justement les conditions de peur dans cette région et montrer effectivement que c'est lui qui viendrait sauver le peuple iranien dans cette situation. Oui. Mais c'est ça ce que vous venez de dire là aussi. C'est important, il faut compléter alors avec la question, si pas sympathie pour les Iraniens qui souffrent, si pas une sorte d'empathie pour les Iraniens qui souffrent, on doit envisager qu'ils se libèrent. Ils vont se libérer comment par contre, s'il n'y a pas d'intervention extérieure. Par contre, c'est là où il faut lever un certain nombre d'équipes. La première, c'est qu'il a dit il faut encadrer. Il y a un régime. Contesté à l'intérieur, c'est la liberté des Iraniens. Mais l'organisation ou la création d'une déstabilisation d'un régime, parce que Trump ou d'autres pays sont contre un régime, ça peut créer un autre fiasco. C'est cela. Et il le rappelait d'ailleurs. D'accord. Il le rappelait d'ailleurs en disant Iraniens, la conséquence, il y a des faits historiques qui sont là. Si on oublie l'extérieur, les Iraniens font comment? Écoutez, il y a des faits historiques qui sont là. Iran, Irak, où les Américains sont allés avec ce qu'on a appelé l'axe du mal pour créer les conditions justement de la démocratie. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est pour cela que nous disons tout simplement qu'il faut un cadre politique, diplomatique pour regarder ces questions qui pourraient envisager. Moi, je suis fondamentalement contre justement la force okay. Ou alors le propos est clair. Tout ce qui est armement pour pouvoir déstabiliser, n'est-ce pas, un pays. Parce qu'il faut regarder la souffrance des peuples. Dès lors qu'il y a une guerre, malheureusement, de toute façon, j'ai mal l'a dit, le peuple souffre. Personne n'a jamais réussi à implanter la démocratie dans un pays avec des bombes. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques petites minutes pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine, vous invite à vivre en direct de Brazzaville au Congo
la campagne électorale de la présidentielle du 15 mars 2026. La campagne électorale pour le premier tour de l'élection du président de la République se déroulera donc du 28 février 2026 au 13 mars 2026, avec une journée dite de silence électoral le jeudi 12 mars 2026, afin de laisser se dérouler les opérations de vote des agents de la force publique. Émission plateau délocalisée à Brazzaville, des reportages sur les meetings des candidats, bilan du président sortant et décryptage du projet de société de tous les candidats. NCA vous plonge au cœur de la campagne électorale en République du Congo du 28 février au 13 mars 2026. La campagne électorale en vue de la présidentielle du 15 mars 2026 au Congo, un événement exceptionnel et exclusif à vivre en direct sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, la chaîne des grands événements. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au décryptage des bouleversements géopolitiques qui ont cours en ce moment sur la planète, notamment le déploiement militaire américain dans le Golfe Persique. Alors la guerre entre les États-Unis et l'Iran sera-t-elle évitée? C'est la question à laquelle nous tentions d'apporter réponse très rapidement. Jemal Taleb. Il y a encore un autre paradoxe qu'il faut soulever et décrypter. Bachar al-Assad est tombé en Syrie. Pourtant, il avait un allié important qui était la Russie. On connaît les conditions dans lesquelles il est tombé. Il est aujourd'hui à Moscou. Ouf. Nicolas Maduro est tombé. Pourtant, il avait un allié important, de même deux alliés importants qui étaient la Chine et la Russie. Est-ce que ces deux puissances vont laisser l'Iran tomber? À chaque fois, on assiste soit à des réalités internes qui favorisent effectivement la chute, mais jamais ces alliés n'interviennent directement pour protéger leurs alliés. À quoi va-t-on assister dans le cas de l'Iran? Dans votre question, il y a deux sujets différents. La première question est de savoir, la Russie et l'Iran ont des intérêts, leurs intérêts sont menacés, sont-ils capables d'y répondre ou pas? La deuxième question, c'est donc la préfiguration obligatoire, nécessaire, évidente, inévitable, d'une confrontation entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Elle commence déjà. Il faut répondre en deux temps. La première, c'est que la Russie, elle a deux facteurs différents. Le premier, c'est qu'elle n'est pas une puissance à la taille économique des États-Unis et de la Chine. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la taille économique, c'est un grand pays qui a une belle histoire, qui a une belle armée, c'est évident, c'est pas discutable. Mais elle n'a pas la taille. Elle a, pour elle, un président fort, qui a une grande idée de lui, de son pays, un peuple qui est très déterminé, qui généralement n'a jamais été vaincu. Mais ils sont empêtrés totalement dans leur guerre avec l'Ukraine, et je pense que leur priorité est celle-là. La deuxième chose, c'est la Chine. La Chine, elle, vous avez raison, elle est le premier bénéficiaire du pétrole du Venezuela. Elle est la première bénéficiaire du pétrole iranien. Oui. Et elle est, figurez-vous, aussi bénéficiaire dans la route de la soie, des rapports très forts avec le Danemark jusqu'au Groenland. Et donc, évidemment, elle subit là une attaque frontale. À l'évidence, le président Xi Jinping, dont la qualité d'homme d'État n'est pas discutable, n'a pas décidé d'aller vers la confrontation. Ça suppose pour lui beaucoup de choses, une convertibilité du yuan, un sacrifice économique important, un doublement, voire un triplement des capacités militaires qui sont déjà très très importantes, et probablement un élargissement des bases militaires chinoises dans le monde pour faire face à la puissance américaine actuellement. Il ne l'a pas fait encore. Je pense, moi,
que la confrontation à ce niveau-là entre les États-Unis et la Chine est inévitable et que dans les décennies prochaines, c'est ce que nous allons connaître et vivre. Sauf que nous allons le connaître dans un monde différent. Emmanuel Todd écrit dans ses livres des choses évidentes sur donc le déclin américain. Moi, je considère que la vigueur intellectuelle d'Emmanuel Todd n'est pas discutable, et notamment quand il parle de chiffres, de démographie. Aujourd'hui, comme Ben Laden, excusez-moi, Non, il a la rhétorique. C'est impressionnant. Non, il a la rhétorique. Il parle surtout comme un chercheur qui fait un travail remarquable sur la démographie, le nombre d'ingénieurs, la construction de l'armée, la capacité de l'armée américaine à produire beaucoup plus de chars qu'elle ne l'était. C'est ça la question, évidemment, de la puissance américaine de demain. Et il n'y a aucun doute que c'est un vrai problème. La Chine, aujourd'hui, la Russie d'ailleurs, au demeurant, est capable de produire plus d'ingénieurs, plus d'usines, est capable de faire face à une menace plus globale, non pas plus que les Américains aujourd'hui, mais probablement les Américains de demain, si la tendance américaine aujourd'hui se poursuit. Mais enfin, je mets de côté les analyses du professeur Emmanuel. Mais c'est intéressant, hein? Bien entendu. C'est intéressant. Bien entendu. Et donc, la question maintenant, donc, est-ce que les Chinois vont continuer, eux, à regarder de façon claire ce qui se passe? Moi, je crois que dans le calcul de la Chine, il y a évidemment le pétrole du Venezuela, de l'Iran, du Groenland, du Danemark, mais d'abord, une autre réalité chinoise, c'est Taïwan. Et la question, c'est est-ce que nous allons laisser le président des États-Unis aller d'échec en échec, de difficulté en difficulté, pour que nous demain, nous puissions mettre la main sur ce qui nous intéresse le plus, cette île rebelle qui nous a échappé en 1949. C'est ça la question qui va être fondamentale. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est, moi je pense que le président Trump, qui n'est pas une parenthèse, je pense que c'est une réalité américaine beaucoup plus profonde et beaucoup plus réelle, d'une espèce de suprématie d'extrême droite qui prend les choses en main et qui va probablement faire des dégâts à venir. Mais Trump lui-même est un homme de 80 ans. La biologie est quand même assez compliquée pour tout le monde, et donc, bien entendu, il est finissant. La question donc, c'est est-ce que les Américains, les États-Unis d'Amérique vont continuer dans la tendance actuelle, ou est-ce que, comme le gouverneur de Californie le dit très bien, ils vont trouver une orientation différente? Et juste une petite parenthèse, dans les années 20, les Américains, à l'époque, par la voix de leur ministre des Affaires étrangères, M. Kellogg, avaient instauré un pacte qui est très connu, le pacte Briand-Kellogg, qui consistait à ne pas être hégémonique, ni aller à l'extérieur. Cette doctrine américaine existe et elle peut encore continuer à avoir une réalité demain dans l'intérêt de la puissance américaine. Mais en contradiction avec la doctrine mondiale. Et maintenant, bien entendu, maintenant pour nous, Africains, parce que c'est grosso modo ça qui nous intéresse, sommes-nous capables de tirer profit de tout ça? C'est ça la question. La réponse est malheureusement non. Nous vivons dans un mépris extraordinaire de la part de l'actuelle administration Trump. On nous traite de quoi? Shit country? C'est horrible. C'est ça. On nous refuse les visas. C'est les 70 les Somaliens pays. souffrent plus que les autres. Mais c'est les 70 pays qui nous sont refusés des visas. On est combien? 30 ou 40? C'est-à-dire que le groupe, c'est nous. J'ai même entendu dire que le président des États-Unis a considéré que l'organisation de la Coupe du Monde, le président Infantino de la FIFA l'aurait rassuré en lui disant que les pays africains perdent très vite et qu'ils vont partir très vite. Il dit ils vont quitter chez moi assez rapidement. C'est une espèce de mépris qu'on n'a jamais imaginé. D'ailleurs, si j'avais un conseil à donner aux chefs d'État africains, c'est de boycotter la Coupe du Monde. Comme Sepp Blatter, j'ai vu la demander dans une conférence de presse qui s'est tenue, j'ai dit la regarde. Aux Africains de boycotter la Coupe du Monde. Et donc, toute cette peur que nous avons, c'est pour avoir quoi? L'aide américaine, c'est le continent africain, c'est des miettes. C'est des miettes. C'est-à-dire que vous avez peur, tellement peur, vous vous couchez pour avoir des miettes. Et pardon, je reviens et j'en aurais fini sur le président ukrainien Zelensky, qui lui n'a pas des miettes, 63 milliards. Il joue sa survie. Il a été d'une grande dignité. Si demain, les chefs d'État africains jouaient à peu près la même situation dans leurs intérêts, on serait regardé différemment. Alors, c'est très clair. Alors, c'est très intéressant ce que dit Djemal Taleb. Il a d'ailleurs rappelé l'idée et l'analyse d'Emmanuel Todd. Je l'ai suivi l'autre fois, mais il dit, pour que le monde soit libre, pour que le monde ait la paix, il faut que les États-Unis soient totalement détruits. Mais cette rhétorique-là, c'est de Ben Laden qu'on entendait avant. Alors si le président Trump a réussi quelque chose, c'est d'amener des intellectuels à parler aujourd'hui comme les islamistes qui ont frappé son pays. C'est pas sérieux. Il faut se ressaisir. Et par rapport à se ressaisir,
C'est parce qu'il sait que de toute façon, comme l'a dit Djemal, la Chine et la Russie n'auront aucun choix, ne pourront pas venir en aide à l'Iran, qu'il se permet cela. Parce que si il admettait l'hypothèse que les deux puissent coaliser leurs efforts militaires pour venir en aide à l'Iran, mais ils n'ont aucune chance, les Américains. Effectivement, je te rejoins sur cette partie-là. Oui. Si la Chine et la Russie se coalisent, il n'aura aucune chance. Plus la Corée du Nord. Exactement. Plus la Corée du Nord. Dans la mesure où on est dans un... Parce que lui, il est très nerveux en ce moment. C'est le ça. président de la Corée. Il attend son tour pour appuyer sur un bouton. Espérons qu'il ne sera pas rouge le bouton. Alors, je me dis aujourd'hui tout simplement que les enjeux géopolitiques ont légèrement bougé. Ils sont alignés sur une autre sphère dans la mesure où on va savoir que le président russe, il veut l'Ukraine, le Donbass. Donc sur cette partie-là, il y a des arrangements dont nous ne sommes pas au courant, peut-être, ce sont des hypothèses, qui font qu'il ne va pas s'allier directement à l'Iran pour le défendre, parce qu'il laisse un peu de l'âge pour Trump, qu'il y ait un peu de liberté. Le président chinois s'est dit, si je me mêle de cette guerre-là, ça va être très tendu pour Taïwan. Donc je vais le laisser aller là-bas, s'embourber. Comme ça, pour Taïwan, je pense qu'il lâchera quelque chose. Je pense que la géopolitique fait qu'il y a une organisation entre eux, je ne m'aventurerai pas davantage, qui fait que chacun sait ce qu'il a à faire. Ils vont se partager encore le gâteau, comme la conférence de Yalta, et ce sera fini. Et pour revenir sur notre continent, notre cher continent, je pense que nous ne sommes pas des pays de merde. Trump nous a insultés, mais nous ne le sommes pas. Parce que si on se remémore de l'histoire, si ce pays de merde, toi, t'a permis de sortir de l'emprise japonaise qui avait bombardé le port de Pearl Harbor, qui a fait que la répression américaine, en lançant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, ces bombes-là ont été fabriquées grâce à de l'uranium qui a été extrait dans des mines de la RDC. L'uranium qui avait une capacité de s'enrichir très vite. C'est pour ça qu'ils sont allés les chercher. Donc l'Afrique est rentrée dans l'histoire et il y a des intérêts. C'est minime comme raison quand même. Non, mais c'est une des raisons. Je vais continuer. Je vais continuer à dérouler. Il y en a partout. Il y en a au Niger, mais c'est encore plus compliqué que ça. Au Kazakhstan. Exactement. Non, mais si c'est que ça. Exactement. Mais on va voir la suite. Vous allez voir que les États-Unis ont un intérêt aujourd'hui dans la région des Grands Lacs. Ils veulent avoir accès aux minerais. Ils sont en train de le négocier. La preuve, les États-Unis savent ce que fait le M23 qui est poussé en avant, secondé, backupé par le Rwanda. Trump, malgré sa pression, la tension ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas si puissant que ça, même sur le continent africain. Il nous traite de pays de merde. Mais l'Afrique est la mère des continents. L'Afrique est le berceau de la civilisation. On le sait, nous qui sommes des humains cultivés. Cet argument que vous allez convaincre de la Trump. Bien sûr, Trump, c'est l'économie, le pétrole. Exactement. Mais nous, comme on sait d'où on vient, on sait où on va. Trump, pour moi, est transitoire. Il est là pour quelque temps. Vous avez raison. Il veut raviver un esprit, on va dire, néo-colonial, un esprit anarchiste et un esprit suprémaciste, vous l'avez bien dit tout à l'heure. Et ça ce ne sera pas ça qui va faire avancer le monde aujourd'hui, ni l'Afrique, parce que la jeunesse africaine aujourd'hui, dont je fais partie, nous sommes confiants, nous sommes connectés, nous savons là où nous voulons aller. Et nous nous battrons pour nos valeurs, parce que nous en avons. Les États-Unis devraient être un pays sage, parce qu'un pays cosmopolite, composé de plusieurs générations d'Irlandais, d'Anglais, de Français, d'Italiens et d'Hollandais, j'en passe, de Latinos, de Noirs. De Latinos, de Noirs et d'Indiens surtout, peuple primitif, devrait pouvoir montrer la voie, en parallèle de la voie démocratique, la voie de la sagesse, et continuer à dominer le monde dans ce sens. Steve Diaco, dans la folle hypothèse que la guerre ait effectivement lieu, que peut faire l'Afrique à part un communiqué de l'Union africaine qui appelle à la retenue? D'abord rappeler que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, que cette guerre ou ce prétexte de l'Iran pourrait éventuellement être traduit comme le retour, le réalisme is back, comme le retour finalement de la puissance hégémonique que la plupart des pays qui poursuivent l'intérêt national pour pouvoir dominer. Ce qui avait été, il y a quelques années, après la Seconde Guerre mondiale, on a vu deux pôles, puissance économique, militaire. Aujourd'hui, on observe effectivement que ce retour de la théorie réaliste en relations internationales est en train de faire son retour avec, n'est-ce pas, les États-Unis. C'est aussi une autre inquiétude, et je crois qu'il a soulevé, sur le principe que finalement, des pays comme les autres puissances, comme la Chine, comme la Russie, même si les intérêts ne sont pas toujours les mêmes, regardent finalement la position américaine au niveau du Moyen-Orient en intégrant effectivement cette difficulté, mais surtout
avec, comme l'a dit, les 10 prochaines années pourraient éventuellement créer les conditions d'une guerre mondiale. Si les choses ne sont pas finalement claires, mais si on ne ramène pas tout cela au niveau des négociations politiques et économiques. Alors, je voudrais emboîter notamment sur la troisième partie qui est relative à la perception finalement de l'Afrique. Et l'impact possible de cette guerre. Déjà, le pétrole, on aura des problèmes à avoir du pétrole raffiné dans nos stations-service. Je crois que ce qu'il ne faut pas avoir, et je crois qu'il a dit, c'est de donner l'impression que finalement, nous ne sommes pas concernés par cette guerre ou bien par ces menaces. Au contraire, l'Afrique est impliquée de manière directe ou indirecte sur le plan politique, sécuritaire, diplomatique, avec, vous l'avez rappelé, le pétrole, l'augmentation de pétrole, qui peut justement être bénéfique pour les pays exportateurs du pétrole. Mais moi, ce qui me paraît essentiel à ce niveau d'analyse, c'est se dire quelle est finalement l'attitude responsable de l'Afrique ou de nos États. La question fondamentale, c'est de se dire ça devrait permettre à nos États de réfléchir sur l'armement, finalement. Parce qu'on voit bien que aujourd'hui, le droit international, qui est bafoué par la plupart des États, ou pour ne pas dire les États-Unis, repose finalement sur la force. C'est celui qui a la force. Ce que je veux dire, c'est que l'Afrique doit penser à s'armer. L'Afrique doit penser sa stratégie militaire, sa stratégie sécuritaire, pour justement éviter d'être spectatrice dans le cas de ce qu'on peut observer. Mieux, dans ce qui pourrait traduire aussi comme conséquence, c'est finalement les intérêts que la plupart de ces États, la Somalie, l'Éthiopie, et j'en passe, avec, n'est-ce pas, les États-Unis, mais l'Iran, stratégiquement, peut tout faire pour détruire les intérêts américains sur ces pays africains. Donc attention. C'est pour ça que je dis... la riposte va se manifester bien sûr. C'est pour ça que je dis, plusieurs formes, effectivement. Nous n'avons malheureusement, à l'heure actuelle, une position commune de l'Afrique sur la situation qui prévaut en Iran. Et c'est pour cela que je dis il faut penser maintenant, si ce n'est tard, sur la stratégie d'armement ou de la construction d'un certain nombre de choses sur le plan sécuritaire. Djemat Taleb, il faut comprendre quelque chose, il faut qu'on comprenne quelque chose dans la stratégie des Américains. Pourquoi ils n'ont jamais un projet politique derrière à chaque fois qu'ils frappent quelque part? On l'a vu en Irak. Pas de suivi, on va frapper, on a pendu Saddam Hussein le jour de l'Aïd, c'est réglé. En Afghanistan, pas de projet politique, les talibans sont revenus 20 ans après. En Libye, on a tué Kadhafi, la Libye est en lambeaux. Il n'y a jamais une stratégie politique à long terme pour atteindre justement les objectifs. Un service, vous voulez dire un service après-vente? Mais qui brandissent au début avant de frapper. Ça vient d'où? Il y a une belle phrase de l'ancienne commissaire ministre des Affaires étrangères d'Italie qui s'appelle Emma Benino, je ne sais pas, vous vous souvenez d'elle. Pendant la guerre d'Irak en 2003, elle a qualifié les États-Unis d'Amérique de monstres sans cerveau. C'est pas ce que nous on va faire dans cette émission. C'était elle. Parce qu'on aimerait aussi un jour aller aux États-Unis. C'était elle. Faut pas qu'on sorte cette émission. Non. Un jour pour dire bon, vous n'aurez pas le. Non, c'est-à-dire qu'elle l'a dit. Elle l'a dit pourquoi? Pour dire c'est un monstre puissant. C'est une machine incroyable dans laquelle malheureusement on ne pense pas à l'avenir. Et jamais on se dit quand on aura fait ça, quand ce qu'on fait après. Mais oui. Vous savez, nous, dans les pays du Sud, on a toujours l'impression que les pays occidentaux, les Américains en particulier, sont une machine performante, intelligente, qui réfléchit. Et chaque étape est réfléchie par les étapes qui vont suivre. Oui. Or, on se trompe, ça n'est pas vrai. Ce sont des êtres humains comme nous qui font tout cela. Et ils peuvent se tromper. Ils subissent des lobbies. Ils subissent des amis, ils subissent des influences, ils subissent beaucoup de choses dans la décision. Et donc, malheureusement, dans la décision, on peut prendre tout cela en ne pensant pas à ce qui va se passer plus tard. Et vous avez raison. La deuxième faiblesse des pays démocratiques, c'est que ceux qui ont pris une décision à un moment ne sont pas capables de la mener jusqu'au bout. Quand il y a eu la guerre d'Irak en 2003, les néoconservateurs américains de l'époque, Pearl, Wolfowitz et tous les autres. Pearl, déjà, Richard Pearl, réfléchissaient tous à un truc simple, c'est qu'ils se disent, nous allons modeler le Moyen-Orient, nous allons faire
une région démocratique, alliée d'Israël, et nous allons lui donner finalement une contenance nouvelle pour les intérêts américains. C'est lui qui connaît ça, qui parle comme ça, n'a aucune connaissance de la région. Et puis, il y a un élément, en tout cas, moi, à titre personnel, dans mes lectures, parce que je réfléchis jamais par moi-même, je préfère lire ce qu'écrivent les autres. Mais bien sûr. Regardez depuis les croisades. Les croisades ont duré 200 ans. Les Occidentaux ont mis pied dans cette région à laquelle ils n'ont finalement jamais rien compris. Ils n'en sont jamais sortis. Oui. Jamais sortis. Parce qu'après les croisades, ils sont partis. Constantinople a été occupé en 1453. Ils sont revenus après. 7 siècles après, quand l'Empire ottoman est tombé, ils ont remodelé cette région encore à leur façon. Et à chaque fois, ils viennent, ils échouent et ils repartent. Ils viennent, ils échouent et ils repartent. Parce qu'encore une fois, il n'y a jamais de stratégie derrière. Ils ne sont jamais les mêmes qui font tout cela. Notre professeur a dit une chose qui me paraît, moi, frapper de bon sens. Merci. Moi, j'ai toujours pensé, mais souvent, je vous en prie, moi, j'ai toujours pensé à une phrase formidable de Staline, le Vatican, combien de divisions? C'est ça. Vous ne respectez pas un pays qui n'a pas de division. Vous ne respectez pas un continent qui n'a pas de division. Cher Baradjaï, si notre uranium suffisait, le Niger serait très fort et très puissant. Oui. Malheureusement, nos matières premières ne nous enrichissent pas. Notre pétrole ne nous enrichit pas. Des idées, on n'en a pas beaucoup. L'amour de nous-mêmes, on ne l'a même pas. On le dit tout souvent sur ce plateau. On n'aime pas nos langues, on n'aime pas nos cultures, on n'aime pas nos couleurs de peau, on n'aime pas nos cheveux. Notre difficulté, elle est aussi celle-là. Tant que nous n'aurons pas avancé cela pour que nous comprenions définitivement que nous avons des géants, on a un axe. Alger, Lagos, Pretoria, vous passez par Kinshasa. Merci. Et puis de l'autre côté, vous voyez le Kenya, la Tanzanie. Nous avons eu de grands hommes. Et nous avons eu de grands hommes, pas forcément ici de pays puissants. Nous avons eu Amilcar Cabral, qui ne vient pas du tout d'un grand pays. Il est fort par ses idées, sa volonté, sa capacité à imposer et à donner des idées. Notre continent manque de grands hommes, manque de grandes élites, manque de ceux qui sont capables. Vous savez, Frantz Fanon, pour ceux qui le connaissent, et moi je pense que, et moi je suis un admirateur de Frantz Fanon, il n'a pas pris une ride. Il dit nos colons sont partis, ils ont formé des colons à leur place aux couleurs locales et ils ont perpétué la même situation. Tant que nous n'aurons pas compris, comme disait Thabo Mbeki, que nous avons besoin nous-mêmes d'une idée de nous-mêmes, d'une originalité par nous-mêmes, que nous inventions finalement ce que nous sommes capables de produire. Vous savez, la guerre d'Iran, les guerres d'hier, de demain vont passer, nous ne serons même pas téléspectateurs et nous aurons un rôle là-dedans marginal. Merci. Vous l'avez dit, Richard. Merci, vous l'avez dit, Richard. Oui. Si nous aurons un communiqué de l'Union africaine. Ce qui pourrait être aussi essentiel à la suite de ce qu'a dit Maître. Malheureusement, on est à la fin de l'émission. Je crois que, très rapidement, je crois que ce qui va, le prétexte de la guerre en Iran, ou potentiel ou possible, donne l'occasion à l'Afrique de repenser sa stratégie, de repenser l'Afrique de manière stratégique, diplomatique et sécuritaire. Merci. Et je crois que c'est aussi une occasion pour nous de nous remettre en cause sur la mutation actuelle ou le bouleversement majeur de ce qui se passe ailleurs, parce que c'est cela aussi. Je ne sais pas pourquoi je suis moins optimiste que vous. Les Européens disent, avec toute la force militaire qu'ils ont, la puissance militaire qu'ils ont, ils disent, les Russes sont en avance sur nous sur 20 ans. Ça, c'est les Européens qui disent, avec leur rafale, tout ça, ils disent, les Russes sont en avance sur nous, on n'a même pas encore commencé. C'est pas parce qu'on n'a pas recommencé, il faut y réfléchir. Mais on est totalement d'accord. Vous êtes avocat barreau de Paris, analyste politique. Merci d'avoir participé à cet échange de Bara Ndiaye, géopolitologue. Merci. Analyste, je vous en prie. Merci beaucoup. Steve Nzego Odieko, merci à vous également d'avoir participé. Je suis toujours heureux et fier d'avoir à ma table des intellectuels de tous les pays, Mauritanie, Sénégal, Gabon. Ce n'est pas bon, on a des cadres, on a du savoir sur le continent, il faut les valoriser. Valoriser, c'est très important. Alors, merci à vous. Oui. Pour conclure, même si on n'a pas des armées et des armes performantes, on peut mettre en place un cadre juridique qui permettra aux néocolonisateurs de ne pas s'approprier nos matières premières. C'est la fin, mesdames et messieurs de Frontal, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Compris. NCA, désormais sur Free.
Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence.